Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce qu'on aurait pu éviter un investissement sur Orpea en se basant sur les chiffres de l'entreprise au mois d'avril 2021? Donc, ici, je précise une chose. Je ne suis pas là pour vous dire si Orpea est un bon investissement en date d'aujourd'hui ou pas. Je veux juste essayer de voir avec les états financiers qu'on avait en période du mois de mars 2021. Donc, l'entreprise a publié ses résultats financiers de l'année 2020 au mois de mars, ou le 17 mars 2021. Est-ce qu'on aurait pu éviter un investissement sur Orpea à cette période-là? Donc, la première chose que je regarde ici, c'est que le cours de l'action était aux alentours de 100 €. Donc, déjà aux alentours de 5 € ici, on se rend compte que 100 €, c'est plutôt le cours de l'action sur les 3 dernières années, en prenant en base mars 2021. Donc, c'est le prix de l'action à cette période-là. Maintenant, on va lire les états financiers pour pouvoir déterminer quelle est la valeur d'Orpea à cette période-là et si Orpea pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, dites-vous qu'actuellement, nous sommes le 17 mars 2021. Voici ce qu'on obtient. La première chose que je regarde, c'est la croissance ou la stabilité des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. C'est complètement une compagnie de croissance. Quand on regarde la croissance des revenus sur les 10 dernières années, en prenant en base décembre 2020, 15% de croissance sur les 10 dernières années, 5% sur les 5 dernières années et 3% sur les 3 dernières et 7% sur les 3 dernières années. Donc, on remarque qu'il y a une décélération de la croissance, mais c'est quand même une croissance. Donc, quand on va évaluer l'entreprise, on va être gentil, hein. On va donner une croissance de 15%. D'accord? Parce que, vous connaissez tous le narratif sur Orpea. Le big trend concernant le vieillissement de la population, le segment dans lequel ils évoluent, ainsi que, entre parenthèses, une compagnie à la fois médicale et immobilière. La partie immobilière, franchement, je pense que ça, c'est un peu de l'abus. Dans le sens où, oui, elle détient de l'immobilier, mais c'est pas un immobilier qu'elle fait louer. C'est elle-même qui loue, elle-même qui exploite son propre immobilier, donc ça sert uniquement à avoir un meilleur taux au niveau de l'endettement. Donc c'est uniquement ça, dans tous les cas de figure. Donc c'est pas une compagnie immobilière. Donc, ce que je vois ici, j'aime ça, c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une stabilité de la marge brute. C'est vrai qu'on a un trou d'air ici, donc il faut voir les rapports financiers. Pourquoi on a cette variation-ci? Mais en 2019 et 2020, on a la marge brute revient à sa moyenne. Donc on aime bien ce qu'on voit également ici, c'est un checkmark. Maintenant, je vais regarder la marge nette. Je ne présente pas souvent la marge nette ici, pas parce que ce n'est pas important, c'est très important, c'est très important au même titre que les free cash flow, mais c'est juste pour prendre un raccourci, juste pour vous montrer que vous pouvez évaluer une entreprise en moins de 10 minutes avant d'avoir lu les rapports financiers, bien sûr. Donc, ça n'exclut pas que vous puissiez lire les rapports financiers. Vous allez même voir ici que dans cette vidéo, il est très important de lire les rapports financiers. Donc, ici, la moyenne est de 5%. D'accord? Donc, en 2017, on a une variation à 10. En 2017, on a un 2,8%. En 2020, on a 1,3%. Ça, sans doute justifié. Mais dans tous les cas de figure, quand on va prendre en considération l'évaluation de l'entreprise, on va se baser sur le 5% de moyenne en termes de marge nette. Dans tous les cas de figure, on va se dire que, voilà, si on était en 2020, en mars 2021, j'aurais dit que, ok, c'est correct ce que je vois ici, mais uniquement si on réussit à savoir pourquoi est-ce qu'on a une variation de 1,3% ici et est-ce que c'est temporaire. Mais dans tous les cas de figure, on va se dire qu'ok, voilà, on cautionne. C'est un checkmark. Maintenant, on passe à la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante dans le temps? On a une stabilité de la marge EBITDA jusqu'en 2019 et hop, on a un 14% ici, donc en dessous de ce qu'on a d'habitude. Et qu'est-ce qu'on dit souvent sur cette chaîne? Quand vous avez une variation et vous ne savez pas à quoi elle est due, allez lire les rapports financiers. Tout ce que je vous montre ici, c'est pour pouvoir vous faciliter la lecture au niveau des rapports financiers, mais ça nous permet déjà de pouvoir apprécier l'entreprise. Donc, ici, je sais qu'il y a un 14%, ici, je dois savoir pourquoi. Donc, j'ai pris mes rapports financiers, je les ai ouverts, et je suis arrivé à ça. En 2019, l'entreprise dit qu'elle a des EBITDA de 949 millions, à ce niveau-ci. Vous remarquez qu'elle donne plusieurs définitions ici. On parle de l'EBITDAR et l'EBITDA. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur. L'EBITDAR, c'est ici. L'EBITDAR, ici, correspond aux EBITDA avant loyer, inclus
les provisions rattachées au poste charges externes et charges de personnel. Faites attention à ce genre de mots. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, la réponse est dans les rapports financiers, généralement dans les petits caractères. Donc, si je comprends bien, l'EBITDA ici inclut les loyers. D'accord? Et l'EBITDA hors IFRS 16, et vous allez voir c'est quoi IFRS 16, parce que c'est à cause de ce monsieur donc qu'on appelle IFRS 16 qu'on a cette variation au niveau de la marge d'EBITDA. Donc, on dit ici que l'EBITDA hors IFRS 16, c'est résultat opérationnel courant avant dotation nette aux amortissements, inclut les provisions rattachées au poste charges externes et charges de personnel. Je ne sais pas c'est quoi charge externe ou charge de personnel. Donc, c'est à voir dans les rapports financiers. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un mot qui revient ici, IFRS 16. Quand vous regardez les rapports financiers ici, vous voyez le recrutement des rapports financiers avec la norme IFRS 16 et on voit ici à l'onglet loyer. Avant la norme, on avait 36 millions d'euros et après la norme, on a 354 millions d'euros. C'est toujours les mêmes rapports financiers, sauf que maintenant, il y a un impact négatif de 354 millions d'euros. Ça veut dire que avant la norme, les entreprises n'avaient pas l'obligation de traiter les loyers comme étant des obligations financières. Donc, généralement, elles dépréciaient les loyers, donc elles chargeaient les loyers au niveau de la dépréciation et amortissement, qui est une charge non financière. C'est la raison pour laquelle on avait ce genre de variation-ci. Or, maintenant, avec la norme IFRS 16, vous avez l'obligation de charger les loyers. Ce qui veut dire que on arrive à voir le véritable EBITDA de l'entreprise. Donc, précédemment, l'entreprise ne nous montrait pas ses véritables EBITDA, donc elle avait une comptabilité un tout petit peu agressive. D'accord? Parce que cette norme existe depuis, mais sauf que l'obligation de l'appliquer, c'était à partir du 19 du mois de janvier 2020, je pense bien, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, le véritable EBITDA ici, c'est 602 millions d'euros au lieu de 926 millions d'euros, ce qui nous donne cette grosse variation-ci. D'accord? Donc, on continue. Ce qui veut dire maintenant que dans le futur, si on veut calculer la dette nette sur EBITDA, on va prendre le bon EBITDA. Si on veut calculer la valeur d'entreprise sur EBITDA, on doit prendre le bon EBITDA. Dans tous les cas de figure ici, voilà pourquoi on a cette variation-ci. On continue. C'est quoi la norme IFRS 16? Alors, la norme internationale d'information financière 16, en abrégé IFRS 16, représente un changement important et profond de la façon dont les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location. Les contrats de location simples ne seront plus simplement communiqués dans les notes des états financiers. Presque tous les contrats de location donneront lieu à la comptabilisation dans l'état de la situation financière d'un actif au titre du droit d'utilisation et d'une obligation locative correspondante. L'incidence sur la présentation dans l'état du résultat net et les autres mesures de performance pourrait être importante. Donc, on remarque bien que cette incidence-là ici est extrêmement importante. Ça représente presque 30% en moins en termes d'EBITDA. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas les rapports financiers, qui ne sait pas lire les rapports financiers, s'il vous plaît, la base de la finance, c'est la comptabilité. Vous devez parler le langage de la finance. Vous devez savoir lire un bilan comptable. Ce n'est pas dur. On ne vous demande pas d'être des comptables. Il faut savoir lire un bilan comptable. Dans tous les cas de figure, même si vous n'arrivez pas à déceler l'erreur ici ou bien l'agressivité de la comptabilité ici, vous allez voir qu'on avait une alternative. C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté les marges nettes, parce que vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, quand on observe ici, on a la définition, on a la raison pour laquelle on a des marges peu élevées ici. Donc, maintenant, après la marge nette, on doit généralement calculer la dette nette sur EBITDA. Vu qu'on sait que précédemment, la dette nette sur EBITDA prenant en considération les loyers, on va enlever ces loyers-là et on va calculer la dette nette sur EBITDA normalement. La dette nette ici, donc la dette nette financière de 601 millions de... pas de 601, 6,3
6,1 milliards d'euros. Donc, si vous prenez 6,1 milliards d'euros, donc 6100 millions, si vous voulez, donc 6,1 milliards, divisé par l'EBITDA ici, qui est à peu près aux alentours de 600 millions, ça vous revient à 10. Je vous ai toujours dit qu'on recherche une entreprise qui s'évalue à dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Ici, on a 10. Ça doit déjà vous intriguer. Donc, l'entreprise est très endettée, mais pourtant, elle ne veut pas paraître endettée. Mais il faut également faire attention. C'est une dette à la fois qui est à 87% immobilière. Généralement, la dette immobilière, elle est plus soft que les autres dettes. Donc, vous avez des meilleurs taux au niveau de la dette. Donc, vous pouvez voir ici que l'entreprise a des taux en date d'aujourd'hui de 2,4%. Donc, dans tous les cas de figure, ce que je veux juste montrer ici, c'est que la dette nette sur EBITDA, ici, le ratio représente 10, qui est déjà supérieur à notre marge. Donc, je n'aime pas ce que je vois ici. Maintenant, il faut évaluer l'entreprise. Je ne peux pas l'évaluer en prenant la valeur d'entreprise sur EBITDA. Pas que je ne peux pas le faire, mais ça va vous compliquer la situation. C'est pour ça que je prends le price to earning. Le price to earning en date d'aujourd'hui, donc j'ai fait l'erreur de télécharger jusqu'en 2022, mais dans tous les cas de figure, le price to earning à la période qui nous intéresse, le price to earning était aux alentours des, on va se dire, 26-27. D'accord? Ne prenez pas en considération ce chiffre-ci, parce que ça, c'est en date d'aujourd'hui, donc en 2022. Donc, rappelez-vous que dans vos têtes, on doit être le 17 mars 2021. Donc, on était aux alentours des 25, d'accord? 26, d'accord? On va se dire ça. La moyenne, c'est 23,83, d'accord? On va exagérer, on va se dire que la moyenne, c'est 25. Vous allez savoir pourquoi j'exagère. On est à 25. OK. C'est le moment de calculer la valeur de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va évaluer cette entreprise? La première chose que je fais, je vais l'évaluer en prenant en compte les price to earning, donc les PER. Donc, on a un revenu ici de 4 milliards. D'accord? Dans ce 4 milliards-là, le price to earn, la marge nette représente 0,5%, donc 0,05%. Je prends la marge nette ici parce que j'évite juste de prendre le free cash flow parce que c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Donc, les free cash flow ne sont pas facilement identifiables. Donc, la marge nette est équivalente généralement au free cash flow. Quoique le free cash flow est plus important. Donc, juste pour faire simple, on prend la marge nette. 4 milliards fois 5% de 4 milliards, ça représente ici 200 millions d'euros. D'accord? 200 millions d'euros multipliés par... Ici, je vous rappelle que multiplié par notre PER de 25, ça représente ici 5 milliards d'euros. Maintenant, je dois enlever la dette avant d'ajouter la croissance. Donc, si j'enlève la dette ici, donc 5 milliards, moins la dette nette de 6 milliards et 100 millions, ça nous revient ici à 0, pas à moins quelque chose. On va mettre 0. Ça cause un petit souci. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous arrivez à ce genre de situation? Parce que moi, j'enlève toujours la dette. C'est très important. C'est la raison pour laquelle certaines entreprises ont un price to earning très peu élevé parce que parfois, le marché prend déjà en considération la dette. Donc, moi, je prends déjà de manière standard la dette en considération. Comment est-ce que vous allez faire quand vous arrivez dans ce genre de situation? La première hypothèse, c'est premièrement de prendre un price to earning de 10, qui est le minimum du minimum. Je ne sors pas ce 10-là de mon chapeau. En fait, généralement, vous devez savoir que le price to earning, en fait, c'est un ratio. Un price to earning de 25 équivaut à un rendement de 4%. Un price to earning de 10 équivaut à un rendement de 10%. Un price to earning de 17 équivaut à un rendement de 5,8%. Comment est-ce que j'arrive à ce calcul? Prenez 100 divisé par 17, ça va vous donner 5,8%. Prenez 100 divisé par 10, ça vous donne 10%. Et prenez 100 divisé par 25, ça va vous donner 4%. Donc, c'est un rendement. D'accord? Revenons à nos calculs. Si je prends un price to earning de 10, ça revient ici à dire que au lieu d'avoir 200, je prends 200 millions ici, multiplié par 10 fois les bénéfices, ça revient à combien? Ça revient à un calcul ici de 2 milliards. Donc, la valeur de l'entreprise, la valeur marchande de cette entreprise est de 2 milliards de dollars. Si je divise par le nombre d'actions qui est de 68 millions d'actions ici aujourd'hui, ça nous donne ici un calcul, un prix de 29 euros. Oui, monsieur. Vous avez bien entendu, 29 euros. Donc, si c'est 29 euros et que je prends en considération maintenant la croissance, j'avais pris une croissance de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années et vous avez remarqué que la croissance de 15% que je prends, elle est agressive. Alors, pourquoi? Parce que sur les 3 dernières années, en prenant en base 2020, on avait
croissance de 7%. Sur les 5 dernières années, on avait une croissance de 10%. Et sur les 10 dernières années, on avait une croissance de 15%. Donc la croissance était de plus en plus au ralenti. Même si l'argumentaire de l'entreprise vous dit que on a encore une grosse croissance devant nous parce qu'il y a le vieillissement de la population. Donc on va se dire ici une chose. Voici une entreprise qui a une croissance de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. 15% en moyenne sur les 5 prochaines années, ça revient ici à faire 1,15 exposant 5. 5 étant le nombre d'années ici. 15 ici étant le pourcentage et 1, vu que vous additionnez, vous essayez de trouver le rapport par rapport au pourcentage, vous faites 1 plus 0,15 exposant 5. Ça vous donne ici 2. Donc, j'ai arrondi bien sûr. Si vous faites ici 2 multiplié par le 29 € ici, multiplié par 29 €, ça revient ici aux alentours de 58 € l'action. Donc, même en ajoutant une croissance de 15%, cette entreprise vaudrait 58 €. Or, on vous le vend en date d'aujourd'hui à 100 € l'action. Donc, en mars 2021, quelqu'un d'avisé, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de discipliné n'aurait pas pu payer 100 € pour cette entreprise. Et c'était déjà visible. On n'était même pas encore au courant de tout ce que Orpea a pu faire par le passé qui a été révélé dans le livre Le Fossoyeur. Parfois, je dis, quand vous vous limitez aux chiffres, vous manquez ce genre d'informations-là. Les grands investisseurs, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas, c'est qu'ils ont une unité de recherche qui va sur le terrain parler aux clients, parler aux fournisseurs, juste pour essayer de déterminer pourquoi est-ce qu'une entreprise a des marges bénéficiaires plus élevées qu'une autre. Parce que si vous comparez les marges bénéficiaires de Orpea par rapport à Korian, vous allez vous rendre compte que Orpea a des marges bénéficiaires plus élevées. Comment est-ce qu'elle justifie cela? Elle ne va pas vous dire dans les rapports financiers que on économise dans le papier hygiénique ou bien dans les couches. Non, non. Vous devez poser les bonnes questions parce qu'une entreprise, c'est avant tout une unité de marketing. Donc, elle ne va jamais se présenter sur son mauvais jour. Elle va tout faire pour vous montrer la meilleure face parce qu'elle ne veut pas faire baisser le prix de ses actions. Et moi, je vous dis clairement ici, vous aurez pu voir que cette entreprise ne valait pas 100 €. C'était déjà clair devant vous. Clair. Maintenant, le prix ne vous aurait pas surpris. Ça ne veut pas dire que Orpea ne vous intéresse pas. On se serait dit, ok, Orpea c'est intéressant, mais pas à 100 €. Mon prix ici, avec une croissance de 15%, c'est 58 €. Et si mon prix c'est 58 €, d'accord, je ne vais pas l'acheter à 58 €. Je vais l'acheter aux alentours de 30 € par là, mais c'est en prenant en compte une croissance de 15%. Or, j'avais déjà remarqué que cette croissance-là était déjà en train de diminuer. Donc, la croissance était en train de décélérer. Donc, dans la fin de la journée, peut-être même la valeur est encore moins que ce qui est affiché en date d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait une analyse ici par exagération, juste pour vous montrer que vous aurez pu déterminer la valeur de cette entreprise avec les éléments que vous aviez à cette période-là. Tout est dans les rapports financiers, s'il vous plaît. Lisez les rapports financiers. Si vous n'arrivez pas à lire les rapports financiers, achetez un ETF ou prenez des cours de comptabilité, mais s'il vous plaît, c'est très important. Aujourd'hui, ça surprend tout le monde. C'est facile de le dire aujourd'hui que Orpea, 100 €, qui aurait pu le prévoir? Même pas moi, je n'aurais pas pu prévoir le scandale. Mais j'aurais pu au moins identifier la valeur réelle de l'entreprise en faisant mes devoirs et en achetant l'entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. Donc, faites attention au narratif qui vous montre la croissance du dividende, le big trend dans le futur. Prenez en compte l'évaluation d'une entreprise. On achète uniquement une entreprise parce qu'elle est sous-évaluée et pour rien d'autre. Le dividende n'est qu'un critère supplémentaire. Ce n'est en aucun cas un élément déterminant. Si l'entreprise est sous-évaluée et qu'elle est bien gérée, ça nous intéresse. Si elle est sous-évaluée et qu'elle est mal gérée, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Orpea ici aujourd'hui. On voit bien qu'on aurait pu prévoir la valeur d'Orpea en mars 2021. On aurait pu voir que Orpea ne vaut pas 100 €. Et vous aurez regardé une chose. Pendant 3 ans, l'action a stagné. À un moment donné, pendant 3 ans, l'action a stagné. Et quand vous regardez sur les 3 dernières années, en prenant en base 2020, il y a eu une croissance des revenus, oui ou non? Voilà. Mais l'action a stagné. C'est parce que les informateurs, les gens qui sont avisés savaient que 100 € déjà en 2018, c'était exagéré. Mais le narratif était tout autre. Si vous fiez uniquement aux dividendes, etc., vous allez acheter cette entreprise aussi. Donc,
N'oubliez pas une chose, fiez-vous toujours aux fondamentaux d'une entreprise. Ce n'est pas des courbes qui vont vous faire gagner en bourse. C'est uniquement la discipline, la lecture des rapports financiers, la compréhension de l'environnement dans lequel opère l'entreprise. Donc, il faut évaluer l'entreprise à chaque fois. C'est une évaluation dynamique et n'est pas statique dans le temps. Donc, c'est ce que j'avais à dire ici aujourd'hui sur Orpea. On voit bien clairement que l'évaluation, c'est la clé du succès avant d'investir dans une entreprise. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous massivement.